Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui c'est le Face aux auteurs avec Nora Bussini et Léa Marciano. Nora Bussini, bonsoir, je vous reçois, je suis très très honorée de votre présence. Je sais que vous avez eu beaucoup de rencontres avec des télés, des radios, voilà, beaucoup de rencontres littéraires également. Alors je vous présente parce que peut-être que, enfin vous êtes très connue, vous avez vendu beaucoup de livres, vous êtes journaliste, vous avez 30 ans, journaliste d'investigation je précise, et vous êtes autrice franco-marocaine. Alors ça m'a interrogée parce que franco-marocaine, je vois pas pourquoi on dit franco-marocaine, vous êtes née à Clermont-Ferrand, hein, donc vous êtes française. Française d'origine marocaine. Voilà, d'origine marocaine, mais comme aujourd'hui on est obligé de tamponner tout le monde, je sais pas, c'est très étonnant qu'on dise franco-marocaine. Donc, Nora Bussini, vous êtes française, née à Clermont-Ferrand, et vous êtes rédactrice au Point. Journaliste. Journaliste, pardon. Ah, mais il y avait écrit, j'ai lu un truc où il y a écrit rédactrice, ils ont fait une erreur. Donc, journaliste au Point, Marianne, franc-tireur, causeur. Bon, je ne vais pas dire les dates, mais vous avez commencé par le Point, vous avez commencé chroniqueuse. N'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Oui, voilà. oui, c'est ça. Vous avez fait des études de lettres et sur le thème, alors vos chroniques dans le Point, c'était sur un thème particulier, c'était sur l'éducation prioritaire, parce que vous avez été, enfin vous fûtes assistante dans ce domaine. Alors oui, surveillante. Surveillante, voilà. Ça, D'ailleurs, il y a un éducation. livre, votre premier livre, s'appelle, vous voyez, on fait on y va directement, votre premier livre s'appelle Surveillante. Et puis déjà, rien qu'au titre, on comprend la patience qu'il faut, hein. Il est sorti en 2018. Vous avez sorti un premier roman qui s'appelle Milieu en 2021, une première enquête infiltrée en 2023, Les Nouveaux Inquisiteurs. Et d'ailleurs, ça parlait en fait, le thème était un peu sur le wokisme, enfin c'est pas un peu, c'est beaucoup, c'est que l'enquête infiltrée était dans les milieux woke. Voilà. Alors j'ai trouvé un truc très marrant, c'est que vous étiez infiltré d'une manière particulière, avec un déguisement que vous nous raconterez peut-être, bon, si on en parle. Enfin, moi je dis c'est la rançon du début de la reconnaissance dans le milieu du journalisme. C'est devenu un mème. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai lu ça, que votre déguisement était devenu un mème. Alors je sais pas si c'est vrai. Ou si Ouais, c'est vrai, moi faux. j'adore. Je trouve que c'est génial. Si je pouvais, je le mettrais en photo de profil sur mon CV. Bah ouais, moi je trouve ça extrêmement drôle. Donc j'avais vraiment repéré ça, voilà. Et vous avez été auditionné en commission d'enquête le 21 octobre 2025 pour les liens, pour que vous vous exprimiez sur les liens entre l'islamisme et certains mouvements politiques. En particulier, voilà, ce qui fait les nouveaux antisémites. Voilà. Alors, il y a un rebondissement en 2023, c'est la mort de Naël. Alors ça, c'est vraiment la bombe. Et moi, j'aimerais que vous nous racontiez comment tout commence et par qui vous commencez à infiltrer. Quand j'ouvre le livre, je commence par je lis Trans pour la Palestine. Et là, déjà, je commence à me débattre dans mes pensées. Je n'arrive plus à penser. Voilà, je n'arrive plus à penser parce que dites-nous quelles sont les passerelles. Je comprends rien. En fait, je comprends rien. En fait, plus je lis, et moi, je comprends. Ça donne pas très envie de lire le livre, du coup. Non, si, je suis un peu ça plantée. donne beaucoup envie de lire le livre, ce qui veut dire que c'est pas dans le sens que je comprends rien de ce que vous avez écrit, c'est qu'on ne comprend plus comment ces gens peuvent raisonner, comment des petits groupuscules très organisés font monter en flammes des masses. Et quelles sont ces masses? C'est ça qui est intéressant. Et qui sont ces groupuscules très, très organisés? Voilà. Alors c'est assez vaste, effectivement, merci pour la présentation. Effectivement, moi je suis journaliste d'investigation, je travaille pour Le Point et Franc-Tireur. Et donc j'ai sorti un précédent ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs, qui était une enquête dans les milieux militants féministes, LGBT et antiracistes, pour montrer comment, sous couvert d'un engagement extrêmement louable, que sont les luttes progressistes, il pouvait s'opérer différentes radicalités au sein de ces milieux militants. Et donc l'ouvrage Les Nouveaux Inquisiteurs est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Il avait fait beaucoup réagir à l'époque, merci de le rappeler. Et en fait, le 7 octobre, ce qui a été assez
assez fou, c'est que moi, j'ai utilisé l'un des faux comptes que j'emploie dans le cadre de mes enquêtes, des faux comptes sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être pour les gens, voilà. Les faux comptes sur les réseaux sociaux, bref, pour voir les réactions des collectifs et des figures féministes LGBT antiracistes que j'avais côtoyées durant plus d'un an d'enquête. Et en fait, j'avais été assez surprise parce que, outre le silence immense de figures féministes, que je ne m'expliquais pas totalement, même si j'avais déjà quand même perçu, et je ne suis pas la seule, les prémices d'un antisémitisme au sein des luttes progressistes, là je me suis rendu compte qu'au-delà de ce silence-là, il y avait des féministes, des militantes féministes LGBT qui sabraient le champagne, qui se réjouissaient sincèrement face caméra sur leurs réseaux sociaux pour leurs 50, 60 000 abonnés, en disant à quel point elles étaient heureuses de voir qu'enfin l'opprimé, donc en l'occurrence le Hamas, l'opprimé, s'était rebellé contre l'oppresseur. Donc là, en l'occurrence, les victimes israéliennes des attaques terroristes du 7 octobre. Comment le colonisé prenait enfin les armes et se défendait contre le colon. Et donc je me suis dit, c'est assez fou comment cette grille de lecture binaire grille de lecture binaire, dont on pourra parler sans doute après évidemment, avait totalement infusé dans ces groupes militants. Et ça, c'est ce qui vient expliquer un petit peu ce que vous questionniez tout à l'heure en disant mais comment on peut être une personne trans et soutenir le Hamas. Et ça, en fait, ça s'explique très bien puisque aujourd'hui, dans ces groupes féministes LGBT antiracistes, le mot d'ordre, c'est l'intersectionnalité des luttes. L'intersectionnalité des luttes, qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'un outil sociologique qui a été pensé et théorisé aux États-Unis par Kimberly Crenshaw, qui explique, c'est un outil sociologique intéressant en plus, qui explique comment chaque individu peut être au carrefour de nombreuses discriminations. Une femme noire peut être par exemple victime de sexisme et de racisme. Mais quand cet outil sociologique, il est appliqué dans des luttes militantes, il entraîne forcément une hiérarchie dans les victimes, une hiérarchie dans les discriminations. Et là, ça va répondre à votre autre question, c'est l'affaire du jeune Nahel Merzouk. En fait, parce qu'on pense beaucoup que le 7 octobre, ça a été la fracture dans les milieux militants féministes, vraiment la rupture annoncée et consommée. Mais finalement, non. C'était quelques mois auparavant, en tout cas, c'est ce que m'ont expliqué les nombreuses personnes qui ont témoigné dans cet ouvrage, aussi bien militants LGBT, militantes féministes, antiracistes, etc., qui m'ont expliqué qu'en fait, le gros schisme, c'est le décès donc, de Nahel Merzouk, qui est un adolescent qui a été tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. À ce moment-là, on a vu les banlieues s'embraser, et pas que les banlieues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'un des plus gros collectifs féministes qui s'appelle le collectif Nous Toutes, qui est celui qui était initialement à l'initiative des grandes mobilisations qu'il y a les 8 mars et les 25 novembre, en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes et la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, organiser toutes les manifestations qui mobilisent jusqu'à quand même 120 000 personnes dans les rues, c'est énorme. Ce collectif-là a décidé dans une volonté intersectionnelle de dire nous allons soutenir la maman de Nahel, et la maman de Nahel qui était alors représentée par Assa Traoré, dont le frère Adama Traoré a lui aussi été tué suite d'une arrestation policière, et en fait qui a créé un collectif qui s'appelle La Vérité pour Adama. Et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que donc Nous Toutes se met à dire on va soutenir à fond Nahel, sauf que dans ces mobilisations là, des hommes accusés d'agression sexuelle, je pense à Taha Bouafs, qui est un ancien de la France Insoumise, un ancien chouchou de Jean-Luc Mélenchon, qui a été accusé d'agression sexuelle, ce que lui réfute, c'est important de le préciser, pour le respect de la loi. Ou encore des hommes membres du collectif La Vérité pour Adama, qui avaient été accusés d'agression sexuelle, d'un seul coup reviennent dans les luttes militantes et sont même placés en devant dans les manifestations et dans les mobilisations. Et là, il y a plusieurs féministes qui s'interrogent et qui disent « Mais attendez, moi je ne comprends pas. Comment c'est possible ? On nous avait dit victime, on te croit ». C'est le slogan qui est d'ailleurs scandé inlassablement dans les luttes féministes. Ça veut dire que toutes les femmes, même les hommes, les personnes victimes d'agression qui accusent quelqu'un d'une agression, on doit croire les victimes. Au nom d'une dénonciation de la présomption d'innocence. Et aussi agresseurs hors de nos luttes. C'est vraiment un slogan féministe qui est beaucoup scandé. Et ce qui était intéressant, c'était que là, quand ces féministes-là voient des hommes accusés d'agression sexuelle réhabilités, elles se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on leur explique, la consigne est la suivante, c'est « oui, c'est vrai, mais là, la priorité, c'est l'antiracisme, c'est pas le féminisme. »
Donc l'antiracisme, là, c'est le mot d'ordre de ces manifestations. On fera les comptes après et on verra plus tard. Et donc c'est ce qui a créé une première fracture quelques mois avant le 7 octobre, fracture qui finalement s'est consolidée le 7 octobre lorsque des féministes, juste après lors de la marche du 25 novembre, ont voulu porter le message et dénoncer ce qui a été, les sévices qui ont été perpétrés sur les femmes israéliennes le 7 octobre. Et donc en fait ce qui se passait, c'est qu'on va avoir des groupuscules qui ont une... Il y a un rejet total de ça. Alors, ces groupuscules-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore dans une volonté d'extrême gauche, parce que le propre de l'extrême gauche, c'est de dire on fait tout par horizontalité. On ne doit pas avoir de dirigeants, de chefs. Donc, ils ont décidé que toutes les manifestations seraient maintenant en co-orga. Co-orga, c'est que tous les collectifs organisent ensemble. Et c'est ça qui a en fait donné une brèche pour des collectifs ultra-radicaux. Avec un mot d'ordre qui est un abracadabra, je trouve incroyable, c'est Free Palestine. Alors, c'était initialement, le mot d'ordre, c'était encore le féminisme. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. Maintenant, c'est devenu Free Gaza. Mais pourquoi c'est devenu ça? Parce qu'on a des collectifs comme Urgence Palestine, qui est en passe de dissolution par le gouvernement. Moi, je les ai beaucoup suivis pendant 1 an et demi. Ou encore Samidoun. Samidoun, organisation reconnue comme terroriste aux États-Unis et au Canada, interdit aux Pays-Bas et en Allemagne pour être la façade du Front populaire de libération de la Palestine, qui, d'un seul coup, se sont mis à phagocyter les luttes militantes et à en venir à co-organiser des manifestations. Ce qui entraîne récemment le 8 mars 2025, où les féministes juives de Nous Vivrons et les iraniennes de Femmes Azadi n'ont pas eu le droit de défiler avec le reste de la manifestation. Et donc en fait, comme le mot d'ordre, c'est une grille de lecture binaire, colon colonisé, opprimé, oppresseur, et bien forcément, on en vient à se dire, on va soutenir le Hamas. Le Hamas, qu'est-ce que c'est dans leur vision binaire? C'est le racisé, victime d'islamophobie, l'opprimé, qui donc n'a fait que se rebeller contre l'oppresseur. Et donc, on doit soutenir dans une volonté de résistance. Oui. Alors, il y a quand même un énorme mensonge dans tout ça. Est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va décider d'aller... Enfin, est-ce qu'on va décider à contrer toute cette mythomanie, quelque part? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mythomanie dans tout ce qui est annoncé, dans les slogans qui sont lancés. Par exemple, tout le monde déteste les sionistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Déjà, ils ne savent pas définir sioniste. Non, mais en plus, je veux dire, cette déclaration, elle se permet de parler à la place des gens. Tout le monde déteste les sionistes. Donc, c'est une affirmation qui est... c'est du fascisme, en fait. Mais en fait, déjà, ils ne savent pas définir le terme sioniste. Moi, je l'ai vu parce que quand j'étais en manifestation avec eux, on venait d'hurler sur des militantes juives, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. On venait de leur hurler ça. Et à chaque fois, moi, je m'amusais à demander à mes camarades de lutte, mais en fait, ça veut dire quoi, sioniste? Et personne n'a été capable de me donner la vraie définition du sionisme. À chaque fois, on me disait, les sionistes, c'est ceux qui soutiennent Netanyahou. Donc jamais il n'était capable de pouvoir donner cette définition. Il n'existait pas Netanyahou à l'époque du sionisme. Mais en fait, c'est dans tous les cas, ça montre en fait une méconnaissance et une vraie méconnaissance intellectuelle qui va faire le lit. On le sait depuis Pano, elle ne savait même pas où se trouvait la rive ouest de la rive est. C'est la Palestine, c'est une catastrophe quand il y a des micro-trottoirs sur que sont les juifs, qu'est-ce qu'ils font, machin. Les gens sont incapables de répondre, ils ne savent même pas ce que c'est un juif. Ils ne comprennent rien. Rien, c'est pour ça que je disais, il y a des groupuscules très organisés qui montent des masses, des jeunes, quoi. Des jeunes qui sont un peu dans l'ignorance et avec leur idéologie, ils leur bourrent le crâne, quoi. Parce que on voit à 90%, ils ne comprennent rien. Ils répètent des choses comme des perroquets. Je veux dire, ça revient comme un disque qu'ils ont avalé, quoi. C'est horrible. Oui, alors oui, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'effectivement la génération. Pas tellement plus compliqué que ça, je trouve pas. Bon, alors si c'est ce que vous dites. Non, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, la résultante, elle est là, c'est qu'il y a toujours ce vomi qui revient tout le temps de la même façon. Alors, c'est aussi une question émotionnelle. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu quand même une histoire, la Palestine. Alors effectivement, le souci, c'est que. Donc c'est complexe. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est comment une empathie légitime
pour des civils palestiniens est instrumentalisé par des groupuscules radicaux liés au terrorisme et qui vont justement profiter de la candeur mais qu'on a tous eu quand on était jeunes. Et là, c'est le propre de cette génération Z, c'est de dire nous, on veut défendre toutes les personnes qui sont tuées sous des bombes, et c'est normal. Et en fait, ils les instrumentalisent, ils ne se rendent plus compte qu'ils vont soutenir des terroristes, qu'ils vont frayer, même avec des organisations fréristes, des personnalités salafistes islamistes. Moi, j'ai été avec eux. D'ailleurs, je témoignais tout récemment à la barre dans le cadre d'un procès en appel d'Elias Dimzalen. Oui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette empathie légitime, c'est ça qui les instrumentalise. Donc en fait, cette génération et ça s'explique encore une fois, la génération Z, donc qui est née après 1995 et qui va être primo-votante en 2026 au municipal, en 2027 au présidentiel. Les deux personnalités politiques qu'elle suit et qu'elle soutient le plus sur ses réseaux sociaux, c'est Rima Hassan et Jordan Bardella. Ça montre en fait la polarisation du débat, et surtout ce qui est encore plus intéressant chez cette génération Z, et je la côtoie beaucoup puisque une semaine sur deux, je lui donne la parole dans le cadre de ma chronique dans Le Point, où on va justement débattre avec des jeunes de tous horizons, toutes cultures, sur ce qu'ils pensent et ce qui les anime. C'est que le principal vecteur d'information, ça va être les réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok. TikTok, mais on le voit aussi avec X, mais beaucoup plus TikTok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon livre s'appelle Les nouveaux antisémites, parce que finalement, il n'y a rien de nouveau dans les tropes antisémites qui sont employés dans ces groupes. Ils vont juste remplacer le terme juif par le terme sioniste. Mais les tropes antisémites sont là. Hein. Moi, je les ai entendus en boucle. C'est les sionistes contrôlent les médias, sont riches, contrôlent le gouvernement, contrôlent les banques, etc. On est dans les tropes antisémites dégueulasses de l'extrême droite depuis des années. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau dans cet antisémitisme-là, c'est les vecteurs. Des vecteurs qui n'étaient pas présents dans la première et la seconde intifada, que sont TikTok, Instagram, Snapchat, des réseaux sociaux qui viennent offrir des mégaphones surpuissants à des prédicateurs, à des groupes militants liés au terrorisme et qui viennent du coup radicaliser un message et une empathie propre à toutes les générations et toutes les jeunesses de tout temps finalement. C'est la manipulation. C'est au-delà même de la manipulation, mais tout à fait, c'est une instrumentalisation, une manipulation calculée, savamment orchestrée, effectivement. Ces rencontres-là que vous faites avec les jeunes, c'est ouvert Alors, c'est pas des rencontres, c'est que je les interviewe. Donc, en fait, une semaine sur deux, je vais leur donner la parole. J'ai la chance maintenant d'avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes qui me suivent. Et donc, en fait, je vais un petit peu repérer les sujets qui les animent le plus sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où, initialement, ils s'informent, c'est là où ils débattent, ils interagissent entre eux. Et donc, après, je vais les questionner, je vais interroger vraiment des jeunes de tout bord, mais juste la condition, c'est d'être né après 1995 pour vraiment interroger la Gen Z particulièrement. Et les faits des débats, donc moi je les interviewe, ça peut être par téléphone, je les rencontre et j'en fais des articles. Là récemment, par exemple, ma chronique de la semaine, c'était le silence embarrassé de cette génération Z sur l'Iran. Et ça m'intéressait parce que je voulais comprendre pourquoi ils étaient aussi gênés. Et donc en fait, c'est en discutant avec eux qu'il y a eu plein de témoignages différents. Il y en avait beaucoup qui nous disaient, le souci en fait, c'est que on a peur d'être accusé d'islamophobie. Pourquoi ? Parce que République islamique. Et du coup, là, on voit la désinformation totale. Deuxième raison, c'était de nous dire, en fait, nous, on a soutenu la Palestine et on a soutenu le droit à résister. Et sauf que quand on découvre que le propre du gouvernement, enfin de la République islamique d'Iran, du régime, c'est de soutenir l'axe de la résistance. On va être le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique. Et du coup, on ne peut pas d'un côté... C'est ça, c'est une contradiction totale. Donc en fait, c'est cet embarras. Et aussi, il y a la question du port du voile, où eux vont dire droit de se voiler ou non, la question du port du hijab. Encore une fois, nous, on ne veut pas être perçus comme justement islamophobe. Et c'est aussi dans ce livre, moi j'ai beaucoup travaillé sur des agents d'influence du régime de la République islamique d'Iran en France. Des influenceurs suivis par jusqu'à 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y en a un, Shahin Azami, sur lequel on a beaucoup enquêté avec mon confrère Emmanuel Razavi, qui va être jugé prochainement. Enfin, il était temps, mais qui lui est un relais de la propagande du régime. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Il a un Instagram très très fourni, il a un canal Telegram et vous verrez tout ce qu'il dit sur le régime de la République islamique d'Iran et le nombre de jeunes qui le like parce qu'ils disent ah bah ouais effectivement Shahin Azami. Il est dans le livre, je lui consacre beaucoup de pages parce que c'est vraiment en fait il utilise la cause palestinienne comme un cheval de Troie. Mais ça c'est pas que lui, c'est ce que prône la République islamique d'Iran quand il formait à l'époque le FPLP, Samidoun et compagnie, c'est d'utiliser cette cause-là pour pouvoir, encore une fois, instrumentaliser l'empathie des gens sur la question palestinienne. C'est de la perversion. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu René Girard, en fait, avec le bouc émissaire. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant la question de bouc émissaire et de René Girard, parce que dans ce livre, et quand on travaille sur les mouvements d'ultra-gauche, l'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est finalement ? L'ultra-gauche, c'est un ensemble de mouvements et de collectifs
ou qui vont être extrêmement fragmentés. On va avoir aussi bien des écolos radicaux. Moi, j'ai beaucoup côtoyé dans le cadre de cette enquête les soulèvements de la Terre, qu'on avait vu notamment à Sainte-Soline, etc. On va avoir des communistes libertaires, des mouvements militants anti-police, antifascistes, des militants décoloniaux, etc. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est un rejet des institutions démocratiques et un rejet de l'État. Pas du gouvernement, parce qu'on a tout à fait le droit de critiquer le gouvernement. C'est l'État en tant que tel d'un système qu'ils veulent déconstruire. Et eux, ils appellent depuis toujours à la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est vraiment le mot d'ordre et ce à quoi ils aspirent. Et voilà, et moi j'étais persuadée, en fait, comme je lis beaucoup George Orwell, dans 1984, il explique très très bien comment la figure d'un ennemi commun vient fédérer les luttes les plus fragmentées. Et moi je pensais que cet ennemi commun, avant le 7 octobre, ça serait la figure du flic, du policier. Et en fait, finalement, elle cristallise beaucoup moins la haine que la figure du juif, ou plutôt du sioniste. Et en fait, elle vient entraîner une convergence des luttes dans tous ces mouvements, mais aussi avec l'ultra-droite. C'est pour ça que dans mon livre, je révèle que Rima Hassan, on retweet à plusieurs reprises Alain Soral. On voit notamment dans des groupuscules qui se prétendent pro-palestiniens un soutien aussi bien à des gens du GUD qu'à la France insoumise. Et ça qui est assez fou, c'est que vraiment, c'est une haine commune qui fédère. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de lire oui, bien sûr, avec passage, plaisir. Si vous voulez bien le lire, Nora, peut-être ça vous non. Comme vous voulez. Non, mais si vous voulez, avec plaisir, mais sinon, comme vous voulez. Je préfère que ce soit... Ok, ça marche. Je vais le lire tout de suite. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien choisi le passage, mais voilà, c'était là. Hop, je ne vais juste pas poser sur le livre. Ça donnera une idée. Alors, c'est le... Oui, vous êtes ? C'est vous-même? Oui, c'est moi. Ah bon, moi je suis taillée. Alors, je lis quel passage, celui-ci? Alors oui, je pense, ouais. Ouais. Dès le 7 octobre, l'université de Toulouse Jean Jaurès, surnommée le Mirail, est devenue atroce pour les étudiants juifs. Les slogans « sionistes hors de nos facs » sont partout, comme les encouragements à participer aux manifs, notamment devant l'Optical Center de Toulouse, car l'enseigne serait liée à Israël, me racontent 2 étudiants membres de l'UAJF de Toulouse. Ce sont eux qui sont parvenus à enregistrer le professeur contractuel de la Toulouse School of Economics, après que celui-ci a tenu des propos ahurissants lors de son cours du 3 septembre 2024. Il avait évoqué un rapport erroné faisant état de 200 000 morts à Gaza et devant 200 étudiants d'amphi. L'enseignant avait également parlé des Jeux Olympiques en critiquant la participation d'athlètes israéliens, alors qu'on l'a interdit aux Russes. C'est une situation intenable, malheureusement. Cela n'a pas commencé le 7 octobre. C'est totalement malhonnête de dire que c'est le responsable de ce qui se passe actuellement, que le responsable de ce qui se passe actuellement, c'est le Hamas. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est indiscutable que rien ne justifie de massacrer une population civile comme c'est en train de se passer, avait affirmé l'enseignant avant d'être mis à pied officiellement par le directeur de l'établissement, en accord avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, Sylvie Retailleau. Mais de jeunes interlocuteurs haussent les épaules et semblent avoir baissé les bras face à la recrudescence de cas. Dans le bus pour aller en week-end d'intégration, un étudiant a proposé à ses camarades de deviner la vraie et la fausse information parmi ces 2 propositions. La première, c'était « j'ai révisé mes partiels » et l'autre « je suis antisémite ». Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans nos universités, c'est magnifique. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que pour ce livre, j'ai fait beaucoup de campus en France. Beaucoup. Et aux États-Unis aussi. Ouais, j'ai dû choisir Columbia parce que c'est pour moi l'épicentre des manifestations militantes, mais je suis allée aussi sur le campus de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, et qui pour moi était vraiment le pire dans ce que j'ai pu voir. Ouais, en fait, vous faites un tour magnifique. Ces nouveaux antisémites, que ce soit dans tous les endroits les plus dangereux et les plus terribles par rapport à l'antisémitisme. Donc, je vous conseille franchement le livre de Nora qui s'appelle Les nouveaux antisémites. Aux éditions, j'ai oublié. Albin Michel. Albin Michel, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo et merci pour ce combat. Ce n'est pas un combat simple. Oui, c'est sûr. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter Léa Marciano. Bon, elle a un lien avec Nora. Léa Marciano est photographe de mode à la base, portraitiste. Portraitiste aussi. Après le 7 octobre, elle est triste. Portraitiste des choses, voilà. Et surtout, elle a travaillé, quand il y a eu le 7 octobre, elle s'est interrogée sur ce qui s'est passé. Bon, enfin, en tous les cas, Léa, vous allez mieux nous expliquer. Mais elle est allée photographier tout ce qui se passait dans les rues la nuit. Les gens qui allaient coller des affiches, d'autres qui les décollaient, etc. Donc, vous êtes témoin, en fait. Vous êtes un témoin du post-7 octobre en France. Et en fait, ce livre est caritatif puisqu'il présente, je le présente à la caméra,
Voilà, je vais m'avancer pour que vous le voyez mieux. Ça s'appelle Tikkun Olam. En hébreu, ça veut dire réparer le monde. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeux de mots sur ce Tikkun Olam. Olam qui est éternel et Tikkun qui est une guérison aussi. Voilà, donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, vous êtes lévinassienne. Parce que vous êtes portraitiste. Ah oui, comment vous êtes, ben oui, le visage, les visages vous intéressent, l'altérité. Voilà, donc je vous laisse nous expliquer un peu quel a été votre travail et puis on pourra voir. Alors Nora, vous avez écrit un texte à l'intérieur. Oui, mais je suis. Donc c'est pour ça que vous êtes en lien, mais comment? Alors expliquez-nous un peu. Déjà présente-toi et après. Voilà. Donc effectivement, j'ai publié ce reportage photo qui a été fait pendant 2 ans entre la France et Israël depuis le 7 octobre 2023. Et pour mettre un peu de respiration entre mes photos, j'ai voulu mettre des textes. Donc c'est l'inverse d'un livre habituel. Et j'ai effectivement contacté Nora Bussini, dont j'admirais beaucoup le travail d'enquêtrice, de reporter et de journalisme depuis plusieurs années, que j'avais découvert notamment avec son travail d'infiltration chez les woke, avec le déguisement, donc le fameux. Et elle m'a tout de suite dit oui, donc j'étais vraiment très fière. Elle m'a dit qu'elle connaissait déjà mon travail. Donc Nora a écrit un texte dans le livre pour parler de son métier qui est de rapporter des faits, qui est vraiment un métier de journaliste d'investigation avec des mots, tandis que moi je le fais avec des images. Donc c'est vrai que nos travaux sont très complémentaires. Et Léa est vraiment... En fait, Léa, elle a collecté aussi des preuves. C'est ce qu'elle est très humble. C'est important parce que Léa et Axel, qui est présent, ont mené, et pas qu'elle, il y a d'autres personnes qui sont présentes aussi. Je vais peut-être Axel, aller outer. Mais voilà, du 7 octobre, voilà, c'est ça. Tout à fait, tout 7 octobre. Et en fait, ils ont mené une action, enfin des actions très précieuses. Et je les ai interviewées dans le livre notamment parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant qui était de surprendre des militants qui se targuent d'être pro-palestiniens, parce que vraiment, pour moi, on n'est pas pro-palestinien quand on soutient le Hamas, parce que sinon, je pense que c'est important de le rappeler, on fait du mal aux Palestiniens. Ah, oui. Mais donc, en tout cas, ils venaient les surprendre en faisant une action qui est tout à fait pacifique et vraiment maligne, c'est-à-dire qu'ils allaient avec simplement la photo d'un des enfants d'Ibas. C'était Kfir, je crois que vous avez pris en photo Kfir, les deux enfants, pardon. Les 2 enfants. Et en fait, il venait au sein mais simplement silencieusement. Et juste, il montrait cette photo. Et en fait, après, il filmait. Léa filmait de manière, elle captait très bien la déformation, les visages de haine, la colère dans le regard, mais même de députés, insoumis pour certains quand même. Oui. Tu avais capté des panneaux. Tout à fait. rappelle très bien. Alors voilà, les regards, la colère des gens face à juste au visage d'un enfant. Voilà, 2 visages poupins qui étaient la haine, la colère, la rage, la peur. On voyait tout dans ces images-là et c'était assez passionnant parce que les réactions qui étaient faites et Axel restait de marbre, silencieux, mais pas du tout goguenard en plus dans la posture et en fait c'était très précieux pour moi je me suis dit c'est fou parce que ça vient montrer cette caméra embarquée que je voulais montrer dans le livre et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce qu'ils témoignent l'un et l'autre dans l'ouvrage. Et c'est très précieux les photos parce que le nombre de fois où ça nous permet à nous de prouver ce qu'on dit. Parce qu'en fait, à chaque fois, on traite de menteur. Il suffit d'une image et on peut en faire tout un... Chahine Azami, dont on parlait tout à l'heure, heureusement qu'il y a des photos de lui au cœur de la République islamique d'Iran, avec les mollahs, pour pouvoir prouver ce qu'on raconte. Sinon, on passe pour des islamophobes en permanence. Et Léa, c'est le boulot qu'elle a fait avec ce livre. Et qu'est-ce que vous avez vu un petit peu dans les rues? Bravo Léa. Merci. Et qu'est-ce que vous avez vu dans ces rues la nuit alors? Alors moi je suivais donc le collectif Tous 7 octobre qui collait des affiches. Je suivais des gens ordinaires qui, au lendemain du 7 octobre, se sont transformés pour moi en héros, c'est-à-dire qui sortaient du cocon familial la nuit quand il faisait froid à Paris, donc avec tous les dangers que ça comporte, pour coller des affiches, pour participer à la visibilisation des otages, pour participer à l'effort de mémoire et de poser des mots, de poser des visages, des noms sur ce qui s'était passé le 7 octobre et qui combattent l'antisémitisme toujours plus grandissant en France. Donc moi, c'est ces gens-là vraiment que j'ai voulu mettre en avant dans le livre. Je me suis donc rendue auprès de ces associations. Je les ai suivies
pendant presque 2 ans. Dans les marches, dans les manifs, dans les collages. Je les ai suivis dans des actions coup de poing qui étaient plus ou moins dangereuses. Oui. Et, Pour survivre au tragique. Parce que exactement. il fallait se lever. Et bravo de vous être levé, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en lumière tous ces gens qui font, tous ces gens qui sont debout, qui se laissent pas abattre et qui réparent le monde, donc, comme le titre en hébreu l'indique, Tikkun Olam. J'ai été aussi en Israël pour déjà montrer l'état de dévastation des kibboutz, qui sont des vrais petits coins de paradis, qu'ils le sont toujours, malgré le chaos et l'obscurité qui a voulu s'en emparer. Et j'espère que le livre aussi donne un vrai message d'espoir, parce qu'on ne voit pas que ce qui s'est passé le 7 octobre, on voit ce qui s'est passé à partir du 8. Et à partir du 8 octobre, les gens se sont vraiment mobilisés. Ils ont fait association, ils ont fait qu'un, ils sont allés dans la rue. Et c'est très important de leur donner la lumière. Et c'est vraiment à eux que je dédie le livre, à ceux qui œuvrent toujours, parce que là, tous les otages vivants sont sortis, mais il y a encore du travail. Alors, il y a encore un otage. Ça fait quand même 832 jours aujourd'hui. Et il y a toujours du travail, que ce soit un travail de mémoire qui va être fait par les associations, parce qu'il y a eu énormément de victimes. Et quand je parle de victimes, je ne parle pas seulement des personnes décédées. Il y a aussi beaucoup de blessés, de post-trauma. Et aussi un énorme combat contre l'antisémitisme qui est toujours à faire. Et que j'espère montrer dans le livre. Où est-ce qu'on peut se procurer votre livre, comment ça se passe? Alors le livre, il est disponible sur le Hello Asso de l'association Tous 7 octobre. Il est entièrement caritatif. Voilà, c'est ça. Touche d'argent, ça va directement au Kibbutz Nir Oz. Exactement, c'est un livre qui est entièrement un don, donc chaque achat donne lieu à un reçu CERFA. 100% des bénéfices est reversé pour la reconstruction du Kibbutz Nir Oz. C'est pour ça qu'il est sur le site Hello Asso, qui est un site sécurisé pour les dons. D'accord, ok. Donc le site Hello Asso pour aller acheter le livre Tikkun Olam de Léa Marciano. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé ce Face aux auteurs. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions. Non oui, bien sûr, on va passer. J'ai pas de micro, mais il faut parler. Alors, j'ai une question, je suis avocate et je trouve, et médiatrice en même temps, et je trouve important que finalement